crise de la démocratie, je la vois aussi à travers la faiblesse des grandes formations politiques, l'éclatement de la scène politique, de la vie politique. Autrefois, il y avait 4-5 grandes formations politiques. Aujourd'hui, il y en a une multiplicité. Les anciennes formations politiques, Parti socialiste, républicains, sont dans une forme relative, et les nouvelles ne se sont pas installées, ce qui fait que la démocratie, sans des partis pour la représenter, est en difficulté. Enfin, la démocratie, je la vois aussi souffrir parce qu'elle est contestée pour ses résultats. Beaucoup de gens considèrent que par rapport, par exemple, à la planète, au risque de réchauffement, ou par rapport aux crises économiques, la démocratie serait ou impuissante, ou indifférente, ou lente à pouvoir prendre des décisions. Et ce qu'on n'osait pas dire dans ma génération, c'est qu'il y avait d'autres systèmes que la démocratie. Or, aujourd'hui, quand on interroge les Français, ils disent, pour un tiers d'entre eux, qu'il y a peut-être un autre système que la démocratie. Mais alors lequel? Lequel? Et quand on regarde la situation en Europe, on s'aperçoit que cette crise, elle existe sous d'autres formes, partout. En Allemagne, qui est notre plus proche voisin, notre principal partenaire, on voit ressurgir une extrême droite qui, jusque-là, avait été mise sous le boisseau parce que ça rappelait quand même des souvenirs extrêmement douloureux. On voit en Italie un parti qui était d'extrême droite qui a gouverné jusqu'à peu et qui peut demain revendiquer le pouvoir. On voit dans des pays scandinaves qui étaient jusque-là des pays regardés comme des modèles de démocratie, il y a avoir aussi des partis d'extrême droite, souvent liés à la question migratoire, aux réfugiés ou à l'islam. Donc nous sommes sous cette pression-là. Quand je regarde les États-Unis et le Royaume-Uni, je commence à mettre le Royaume-Uni hors de l'Europe, vous voyez, j'anticipe. Bon. Mais prenons le Royaume-Uni, qui était le régime parlementaire par excellence. On disait, s'il y a vraiment un lieu où le régime parlementaire existe, c'est le Royaume-Uni. Il y avait une formule qui était la Chambre des communes peut tout faire sauf transformer une femme en homme, même si la technique scientifique a répondu, mais la Chambre des communes avait tout pouvoir. Et vous avez vu que Boris Johnson, à un moment, pour faire passer le Brexit, a contourné le Parlement. Donc là, c'était un tabou qui se levait. Aux États-Unis, on peut penser ce qu'on veut de sa politique, mais c'était aussi un exemple de démocratie. On voit ce que Donald Trump en a fait, même s'il y a des procédures pour le rappeler à l'ordre, notamment l'impeachment, mais on voit bien qu'il y a une évolution des formes et des méthodes dans la démocratie, et notamment sur le plan politique. Exemple, Donald Trump, lui, a transformé ce qui était jusque-là un exercice de discours présidentiel en une somme de tweets. Donc on est dans une forme de démocratie du tweet. Mais il est vrai aussi que les médias ont considérablement changé. Les rapports dans les démocraties les mieux établis, les réseaux sociaux font que, nous les utilisons tous, chacun pense qu'il a la même valeur, ce qui n'est pas faux en démocratie, que celle du président de la République, donc son opinion en vaut une autre. Et il y a une violence dans les réseaux sociaux qui aussi se retrouve dans les rapports au sein de la démocratie. Alors si je regarde maintenant ce qui se passe hors des démocraties, c'est ce que vous appelez les menaces extérieures, ben, les grandes puissances non démocratiques, elles avancent. Elles avancent alors que jusque-là, elles étaient mises sous pression. C'était nous qui mettions en cause des pays qui n'avaient pas la démocratie. On dénonçait ce qui se passait hier en Union soviétique, en Russie, en Chine, en Turquie, mais aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui avancent sur le plan international. La Chine a une puissance qu'elle n'exerce pas sur le plan militaire, mais qu'elle exerce sur le plan économique, et qu'elle exerce aussi sur le plan de l'influence. Et ce n'est pas un pays démocratique. La Russie, un pays semi-démocratique, on va dire, hein, là aussi, avance et utilise les difficultés des démocraties pour pénétrer. On l'a vu en Ukraine, on voit aussi ce qui se passe en Syrie notamment, et même en Afrique. Des pays comme la Turquie, d'une autre façon
l'Arabie Saoudite, ces puissances-là, qui sont vraiment maintenant armées économiquement et armées militairement, avancent, et quelquefois au détriment des démocraties. Ils ne se sentent plus du tout interpellés par la question démocratique. Alors, je termine là-dessus, c'est que ce que dans ma génération, nous considérions comme acquis pour toujours, la démocratie qu'on pensait même pouvoir proposer au monde en développement, aux pays africains, aux pays latino-américains, aux pays asiatiques, et qui nous pensaient être inéluctables, eh bien non. Il faut que les jeunes générations se rendent compte qu'il va falloir aussi se battre pour la démocratie. Et ça suppose des changements, et c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre. Alors oui, justement, dans votre ouvrage, vous proposez une réponse institutionnelle à cette crise démocratique, car si la Ve République est longtemps apparue comme un régime très stable, elle semble aujourd'hui induire un certain immobilisme et une opacité qui sont peu en phase avec l'immédiateté et la transparence que réclame notre société. Alors comment réintroduire de la clarté dans l'organisation de nos institutions et dans les rôles respectifs des différentes instances du pouvoir? Pour répondre à la crise démocratique, c'est vrai qu'il y a des facteurs économiques, sociaux. Si nous voulons que la démocratie soit regardée comme puissante, efficace et juste, faut-il que nous puissions répondre à toutes les situations, les défis que nous connaissons. J'évoquais l'écologie, les inégalités, la puissance financière de grands groupes multinationaux. Mais il y a aussi des réponses institutionnelles. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le fonctionnement démocratique? J'avais été interpellé par la revendication des Gilets jaunes, parce que moi je les avais rencontrés tout au long de mes déplacements, et au départ c'était une revendication de pouvoir d'achat, c'était aussi une demande de dignité, de reconnaissance, de considération, de territoire qui était oublié. Et puis à la fin, ça se termine avec la proposition de référendum d'initiative citoyenne. Donc, en réalité, sur une question donc, de démocratie. Donc, je suis interrogé de savoir est-ce qu'on doit changer nos institutions et pourquoi, et si nous devons le faire, pour améliorer la confiance que les citoyens ont dans leur démocratie, notamment en France. En France, mon constat, et je tire de ma propre expérience, c'est que le quinquennat a changé beaucoup plus les institutions qu'on l'avait imaginé, que moi-même, je ne l'avais cru. Quand Jacques Chirac, président, Lionel Jospin, Premier ministre, se mettent d'accord pour en finir avec le septennat et passer au quinquennat, on pense que ça va être finalement un moyen d'éviter les cohabitations. D'ailleurs, c'est révélé vrai. Mais on ne pense pas que ça va changer à ce point les institutions. Or, ça les a changées. Parce que sur un quinquennat, il faut quand même ne pas perdre son temps. Après il est trop tard. Et ça va vite. Et donc, nécessairement, le chef de l'État est le président qui doit être pleinement responsable, qui est même jugé comme responsable de tout. Et deuxièmement, comme il y a eu l'inversion du calendrier pour les élections législatives, c'est-à-dire qu'on vote tout de suite avec les législatives pour des députés, généralement, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé depuis l'instauration du quinquennat, c'est depuis 2002, le peuple français vote pour des députés majoritairement du camp présidentiel, quel qu'il soit. Ce qui fait que l'Assemblée nationale est réduite à peu de choses dans cette configuration, et que tout remonte vers le président, avec une interrogation: à quoi sert le Premier ministre? Nicolas Sarkozy, qui est rapide pour tout sujet, y compris pour parler, donc il avait dit c'est mon collaborateur, en parlant de l'époque de François Fillon. Le mot avait pu heurter d'abord l'intéressé, c'est-à-dire François Fillon, mais il y avait quelque chose peut-être d'assez exact, c'est-à-dire que quel était le rôle du Premier ministre dès lors que c'est le président de la République qui a été élu. Ensuite, moi-même, j'ai nommé des premiers ministres, mais quelle était leur capacité pleine et entière à convaincre? Les Français disaient, mais c'est François Hollande qu'on a élu, comme on dit dans les magasins, appelez-moi le directeur, je veux voir directement le directeur, je ne veux pas voir le sous-directeur, je veux voir le chef. Ce qu'on a vu d'ailleurs à travers les différentes crises sociales qui se produisent. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est qu'à un moment, ce soit le président qui décide. Et il y avait une raison qui faisait qu'on maintenait le Premier ministre, c'est qu'il était jusque-là ce qu'on appelait le chef de la majorité, celui qui
était le chef du parti, ou en tout cas le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est vrai que cette question peut être posée. Moi, je tranche là-dessus. C'est que je crois que dans un quinquennat, c'est le président qui doit prendre pleinement l'exercice de la responsabilité. Et qui est entouré d'un gouvernement et rendre compte devant les Français, éventuellement d'ailleurs, dans certaines circonstances, devant le Parlement, comme j'ai pu le faire après les attentats, parce que ce qu'on attend dans un quinquennat, c'est de la rapidité, de l'autorité, mais aussi de l'humanité. Et donc pas de distance entre le président et le pays. Deuxièmement, je pense que le Parlement doit être renforcé. Regardez aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans le rapport avec le président Trump, c'est le Congrès qui évite quand même que les États-Unis dérivent trop dangereusement et empêche les excès de Donald Trump. En France, le Parlement a énormément de mal à contrôler l'action du gouvernement, à enquêter, on l'a vu sur un certain nombre d'affaires, et sur les textes de loi ou le budget de l'État ou de la sécurité sociale a très peu de marge de manœuvre. Alors que aux États-Unis notamment, mais aussi au Royaume-Uni, le Parlement a beaucoup plus de pouvoir. Enfin, je pense que dans nos institutions, il faut décentraliser beaucoup plus largement. Moi-même, j'avais changé les limites des régions, pas la région Bretagne parce qu'on m'avait conseillé de ne pas le faire, mais j'avais voulu qu'il y ait des grandes régions, de l'intercommunalité, une métropole à Brest, ça n'a pas été si simple, mais maintenant, il faut transférer plus de compétences au plan local parce que c'est pas possible qu'il y ait certaines décisions qui remontent au niveau de l'État, ce qui complique, ce qui éloigne. Il y a cette notion maintenant de proximité, de simplicité, d'humanité qui est devenue, à mon avis, très forte dans le rapport démocratique. Voilà pourquoi je propose ces changements. Et avec on dit que les questions sociales relèvent du département. Oui, parce que on le voit bien pour les politiques, pour l'enfance, pour les personnes dépendantes, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, ça doit être géré au plan local. Il faut que ça soit plus facile, plus simple, plus cohérent. Et c'est pour ça que je propose que les départements dont on s'est posé la question, est-ce qu'il faut supprimer les départements? Même en Bretagne, vous n'avez pas fait ça. Donc on sait que chaque département a quand même son rôle. Et le rôle, c'est d'assurer des politiques sociales. Alors ces dernières années, vous l'avez d'ailleurs évoqué au début de cette rencontre, ont vu advenir l'éclatement des grands partis historiques et une redistribution totale du monde politique. Alors dans ce nouveau monde qui advient, selon vous, ces grands partis ont-ils encore une place, un rôle et peut-être surtout une responsabilité? Alors d'abord, il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Et ceux qui prétendent le contraire, d'une certaine façon, affaiblissent la démocratie. Certains imaginent qu'il y aura toujours des personnalités qui surgiront comme ça, qui n'ont pas besoin de partis politiques. Eh bien, méfiez-vous. Il faut qu'il y ait des lieux où s'élaborent des programmes, où sont sélectionnés des candidats, où du militantisme est exercé, où on va vers les citoyens, où on explique ce que l'on veut faire. Et quand il n'y a pas de grand parti, ben, la démocratie est souffrante. Et on l'a vu encore ces derniers mois, on ne tolère plus les intermédiaires. On peut le voir dans les prochaines semaines avec le mouvement qui s'annonce. Est-ce que la faiblesse qu'on trouve également dans le monde syndical, les divisions, qui peuvent également être manifestes ces derniers temps, est-ce que c'est pas une contrainte de plus que l'on s'inflige? On a besoin de personnes qui représentent les autres. Ça a été d'ailleurs un des problèmes des Gilets jaunes, qui les représentaient. Eux-mêmes ne voulaient pas de représentants. Ben, quand vous ne voulez pas de représentants, vous avez du mal à pouvoir obtenir satisfaction. Donc il faut que l'on renforce, réhabilite et réinvente aussi les grandes formations politiques, les grandes structures syndicales, les grandes associations. Nous avons besoin d'avoir des intermédiaires. Et un pouvoir qui se prive des corps intermédiaires, c'est peut-être tentant, mais à un moment c'est dangereux pour lui-même, parce qu'il n'a pas de capacité pour ouvrir des négociations. Mais il y a une responsabilité de ces formations politiques. Si elles se vivent entre elles, si c'est simplement à travers leur propre débat qui n'intéresse personne, si elles ne s'ouvrent pas à toutes les catégories de Français, ces formations politiques déclinent.
C'est ce qui s'est passé avec le Parti socialiste ou avec les Républicains. Mais à ces deux partis, parce que je pense que la droite et la gauche doivent absolument se réincarner, se réinventer, de faire des propositions. La démocratie, c'est quand même des propositions qui sont présentées par les uns et par les autres, puis ça fait des choix. Et aujourd'hui, il est très important que les nouvelles formations politiques, il y en a, elles-mêmes puissent s'organiser. Et quand je vois la préparation des élections municipales, je les vois maintenant de loin, je suis un candidat complet dans la ville où j'ai été longtemps maire, et que je vois que se plantent 8, 9, 10 listes, je m'interroge. Est-ce que c'est ça un progrès de la démocratie? Pour les élections européennes, il y avait 30 listes. Est-ce que c'est un signe de vitalité? Je ne crois pas du tout. C'est un signe de confusion. Donc il faut que les grands partis se restructurent, se reconfigurent, se renouvellent, se réinventent. C'est pas simplement fait en France. Vous avez vu en Espagne, on n'arrive même pas à constituer un gouvernement parce que les partis n'arrivent pas à se coaliser. En Allemagne, les deux grands partis, le SPD, les socialistes, et la CDU, le parti de Mme Merkel, sont en dégringolade, et donc il y a des nouveaux partis qui existent, notamment les écologistes, mais aussi l'extrême droite. Ça devient plus difficile. Et moi je pense que donc c'est très important que les citoyens retrouvent confiance dans les formations politiques. Et l'une des grandes questions auxquelles doit répondre notre démocratie aujourd'hui, c'est celle de l'expression des citoyens, de leur participation aux décisions, et notamment à l'heure des réseaux sociaux que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut inventer, mettre en place, ou peut-être plus utiliser de nouveaux modes de consultation citoyenne? Oui, donc j'évoquais le référendum. Aujourd'hui, le référendum est à la seule initiative du président de la République. Dans notre Constitution, le président de la République peut consulter les Français sur les réformes institutionnelles, par exemple, sur des sujets d'intérêt général. Donc c'est soit l'article 89 pour la révision de la Constitution, soit l'article 11 pour des sujets d'intérêt général. Mais depuis le référendum de 2005, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur l'Europe, l'idée c'est plutôt qu'il faut faire attention avant de faire un référendum. Car les gens ne répondent pas à la question, mais visent directement celui qui l'a posé. Donc, méfiance. Et puis le Brexit n'encourage pas non plus. Et puis, il y a eu un référendum en Italie, c'était pour la suppression du Sénat, ça pouvait être populaire, ou la réduction du nombre de parlementaires, ça pouvait être populaire. Et bien néanmoins, les Italiens ont repoussé parce qu'ils voulaient changer de Premier ministre, qui s'est d'ailleurs produit. Alors ça, c'est la première initiative. Il peut y avoir une deuxième initiative qui est prévue par la Constitution, le référendum d'initiative partagée. Vous avez vu qu'il y a une initiative qui a été lancée pour mettre en cause la privatisation de l'aéroport de Paris, mais il faut 4,5 millions de signatures et il faut 20% des parlementaires pour l'approuver, pour l'appuyer. Ils ont réussi à avoir les 20% de parlementaires, mais trouver 4,5 millions de signatures, c'est difficile. Et quand bien même trouverait-il 4,5 millions de signatures, vous, de moi, etc., le président peut décider simplement de faire un débat au Parlement. Donc c'est pas automatique. Je pense qu'il faudrait, sur ces seuils-là, qui sont aussi hauts et aussi difficiles à atteindre, le référendum soit automatique. Et je propose aussi que la majorité, de l'Assemblée nationale pourrait décider à la majorité de proposer un texte par référendum aussi. Sur les référendums locaux, tout à l'heure, notre interpellateur évoquait Notre-Dame-des-Landes. C'est intéressant, Notre-Dame-des-Landes. Vous avez suivi ce sujet parce que il était à la fois breton et nantais, si tant est que certains fassent la distinction, mais moi-même, pour essayer de trouver une solution, certains étaient pour, certains autres étaient contre, il y avait les indices qui occupaient, j'ai dit on va faire un référendum local. Faire un référendum en Loire-Atlantique, et 55% disent qu'ils sont pour Notre-Dame-des-Landes et 45% contre. Mais néanmoins, ça n'a pas été plus respecté. Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment opposés et qui occupaient par la force le lieu. Donc c'est bien de faire des référendums locaux, mais faut-il encore que tout le monde accepte le résultat. Et je pense néanmoins que tout en n'affaiblissant pas les assemblées, les corps intermédiaires, tout en faisant en sorte qu'il n'y ait pas des référendums sur tout sujet n'importe comment, il est important de consulter
sur de grandes questions le peuple français. Mais finalement, pour réinventer aujourd'hui la démocratie, peut-être que le plus important, c'est de retrouver une vision de l'avenir commune, des objectifs partagés. Alors aujourd'hui, l'un des plus grands défis que nous avons à relever, c'est la question de l'écologie, et il pourrait être ce grand projet commun. Mais de quelle manière la démocratie peut-elle répondre à la question environnementale au regard de son urgence? Alors, le réchauffement climatique, c'est une question, comme chacun l'imagine, planétaire. C'est-à-dire que c'est ensemble que tous les pays doivent se mettre au travail pour éviter les catastrophes. Catastrophes pour aujourd'hui ou encore plus graves pour demain. C'est pour ça que sous ma présidence, on avait conclu l'accord de Paris, la COP 21. Mais aujourd'hui, au-delà du départ des États-Unis de ce processus, c'est très grave, nous nous sommes rendus compte que les engagements qui avaient été pris ne sont pas suffisants. Il faudrait aller encore plus loin si on veut éviter que la planète ne se réchauffe de plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'est véritablement une cause qui doit nous mobiliser tous, partout dans le monde. Moi, je ne me moque pas de cette jeune lycéenne Greta Thunberg, parce qu'elle a été entendue par beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas forcément les détails, qui ne connaissent pas forcément les données scientifiques, mais qui comprennent bien que c'est leur affaire de génération. Mais ensuite, les questions environnementales, si on prend maintenant nos responsabilités nationales, doivent être partagées par toutes les formations politiques, par tous les citoyens. Parce que c'est plus un enjeu de droite ou de gauche, au sens du constat. Le constat, il est établi. Le réchauffement s'est accéléré ces dernières années et les émissions de CO2 continuent de progresser. Donc, le constat, il est, si je puis dire, partagé. Après, les réponses, elles peuvent être effectivement différentes selon nos propres sensibilités. La gauche sera plus pour le recours à des décisions étatiques, la droite plus à des solutions de marché, d'incitation, les écologistes plus pour des solutions d'interdiction ou d'arrêt d'un certain nombre de productions. Chacun peut apporter sa solution. Et c'est important en démocratie qu'on puisse mettre devant les citoyens toutes les options possibles. Il n'y a pas une réponse, il y a un objectif commun, il y a une nécessité, il y a un impératif. Et après, c'est aux citoyens de choisir la bonne méthode, les bonnes mesures pour atteindre cet objectif. Et ce qui est souhaitable, parce que les alternances se succèdent, comme en France, c'est ça, ce que j'explique souvent en démocratie, on a à la fois une faiblesse et une force. La faiblesse, c'est que le temps manque pour ceux qui gouvernent. Souvent, quand je rencontrais comme président de la République le président chinois, Xi Jinping, ou le président russe, Poutine, je voyais bien que dans leur regard, il y avait une question. Enfin, plus exactement, il y avait déjà un préjugé. Ils se disaient, mais pour combien de temps il en a, lui? 5 ans, c'est la durée maximale, peut-être 10 ans s'il se représente et qu'il est réélu, ce qui n'est pas si facile, ni de se représenter, ni d'être réélu. Donc, mais moi, je regardais mon interlocuteur en disant, et lui, pour combien de temps il en a? A priori, le temps qu'il voudra. C'est pas la même chose. Xi Jinping, il fait des projets pour son pays, je ne suis pas sûr qu'il va rester jusqu'à cette époque, puisqu'il sera assez vieux, en 2050. Il dit, voilà, quelle sera la Chine en 2050. Poutine, lui, ça fait déjà presque 4 mandats qu'il a, puis quand il n'est pas président, il est Premier ministre, donc il s'arrange. Et donc, il peut se projeter. Ça, c'est ce qui fait l'inégalité entre un pouvoir démocratique et un pouvoir autoritaire. Mais qu'est-ce qui fait notre force? On a une force, c'est que le peuple est libre et qu'il peut avoir plus d'imagination, plus d'invention, plus d'innovation. C'est ça la démocratie, c'est que ça nous permet d'être meilleurs. Je crois qu'on est meilleurs en démocratie. Et ceux qui disent, oui, mais pour lutter contre le réchauffement, il faudrait des mesures autoritaires avec un pouvoir fort,
pourquoi pas une dictature, parce que c'est de l'avenir de l'humanité. Je leur dis, vous trompez. Ce qui va faire qu'on va réussir, c'est qu'on va être plus intelligent collectivement par la démocratie. Et c'est ça qui va nous permettre de mobiliser toutes nos forces pour y parvenir. Voilà pourquoi je reste quand même optimiste. Il y a une crise, mais la démocratie, c'est le meilleur des systèmes humains pour décider de notre avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président.